Monsieur Pierre Taugourdeau, vous n'êtes pas avocat comme on vous a présenté dans le petit dépliant, et je vous prie de nous en excuser. Vous êtes directeur juridique du Conseil des ventes. Et à ce titre, vous pouvez nous parler du rôle de l'expert en vente publique, des missions qui sont les siennes, et quelles sont les caractéristiques de la relation de l'expert avec les maisons de vente. Merci à la CNE pour cette invitation. Alors, je ne suis pas l'avocat du Conseil des ventes, ainsi que vous le rappeliez. Je ne suis pas davantage membre du Conseil des ventes. Et donc, c'est en ma seule qualité de juriste du Conseil des ventes que je m'exprimerai. Et ce sera bien assez pour moi. En qualité de juriste, mais également en qualité de collectionneur, aussi modeste que multicarte, puisque je collectionne aussi bien les grelots d'éléphant Khmer que les rommers hollandais du XVIIe, en passant par les pastels du XVIIIe, et j'en passe. Mais bon, je ne suis pas là évidemment pour raconter ma vie, mais bien plutôt pour aborder la question des missions de l'expert en vente aux enchères publiques. Avant d'aborder cette question, je voudrais aborder une autre question, qui est celle de savoir qui est cet expert en vente aux enchères publiques. Comme cela a déjà été évoqué ici, il n'y a pas de statut de l'expert à proprement parler, ce qui a notamment une double conséquence. D'une part, n'importe qui peut se proclamer expert, ce qui peut être problématique dans un certain nombre de cas. D'autre part, vous voyez apparaître dans certaines ventes aux enchères publiques, intervenant auprès des commissaires-priseurs, des personnes qui interviennent effectivement en tant qu'experts, mais qui, pour échapper à certaines obligations, vont se présenter sous une autre dénomination, sans pourtant que cela puisse emporter des conséquences. En l'absence donc de protection de la dénomination d'expert, c'est bien la nature des tâches accomplies, les missions donc, qui vont déterminer les obligations juridiques et les responsabilités de la personne, qui sera ainsi qualifiée, déterminée, identifiée en tant qu'expert. Les missions de l'expert, elles sont définies, de l'expert intervenant lors d'une vente aux enchères publiques. Elles sont définies par la loi, par le Code de commerce, l'article 321-29 du Code de commerce pour être tout à fait précis, qui nous dit que l'expert assiste l'opérateur de vente volontaire pour décrire, présenter et estimer les œuvres proposées à la vente. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse de cet article, mais simplement revenir sur certains points qui me semblent importants de signaler. Alors, pour ce qui concerne le fait que l'expert assiste l'opérateur, nous y reviendrons ultérieurement dans une autre partie. Pour ce qui concerne la description des biens proposés à la vente, deux points doivent être signalés. D'une part, cette description doit se concentrer sur certains aspects physiques de l'œuvre qui est présentée à la vente, qu'il s'agisse de ses dimensions, de son poids, de ses caractéristiques physiques, donc pour l'essentiel, mais également, bien évidemment, des restaurations et de certains défauts que pourrait receler l'œuvre concernée. Ça nous amène directement aux questions que pose le Condition Report, le constat d'état, qui n'est pas une obligation de la loi, qui est une proposition que l'on retrouve fréquemment et qui n'a d'effet et d'intérêt que pour autant qu'il présente effectivement l'ensemble des restaurations, défauts ou autres manques que pourrait receler l'œuvre concernée. Le deuxième point que doit bien évidemment comprendre la description de l'œuvre concerne son authenticité. On est là bien évidemment au cœur de l'expertise. L'authenticité, elle relève pour l'essentiel de trois domaines, à savoir la matière de l'œuvre,
le parcours de l'œuvre, son pédigré, son passage en différentes mains, et enfin la signature, la main, l'aspect purement artistique qui va permettre de rattacher l'œuvre à l'artiste ou au contraire d'écarter cette attribution. Cette authenticité est bien évidemment au cœur de l'expertise, elle est au cœur de la mission de l'expert, et elle fonde pour l'essentiel les problèmes de responsabilité de cet expert. Elle fonde également, dans ce cadre, l'essentiel du contentieux de la vente d'œuvres d'art. Le principe en étant que l'expert, comme l'opérateur, qui affirme l'authenticité d'une œuvre d'art sans réserve, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation. Ce principe de responsabilité et ces principes relatifs aux missions de l'expert s'inscrivent évidemment dans le cadre de la relation qu'entretient l'opérateur de vente volontaire avec l'expert ou l'expert avec l'opérateur de vente volontaire. Deux caractéristiques principales à cette relation, d'une part l'indépendance et d'autre part la transparence. L'indépendance, elle va dans les deux sens, si je puis dire. L'expert doit être indépendant de l'opérateur, c'est-à-dire qu'il doit être mis à même de se prononcer de manière objective et sans pression de l'opérateur sur l'expertise qu'il va donner de l'œuvre qui lui est soumise. C'est un point essentiel et le recueil de déontologie des opérateurs de vente volontaire prévoit notamment que l'opérateur ne peut modifier l'expertise sans accord de l'expert. Ça, c'est le premier point. Et l'indépendance va également dans l'autre sens, à savoir que l'opérateur doit être indépendant de son expert et donc qu'il doit être seul maître de l'organisation de la vente. Et le Conseil des ventes a eu l'occasion de sanctionner à plusieurs reprises, pour ne pas dire à de multiples reprises, des opérateurs qui s'en remettaient entièrement à leur expert pour toutes les phases d'organisation de la vente. Ça allait des salariés qui présentaient les objets ou qui portaient les objets dans la salle, au transport, à la publicité et que sais-je encore. Donc il est nécessaire que chacun reste à sa place, l'opérateur organise et l'expert expertise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne, lui, la transparence, l'obligation de transparence, qui concerne alors d'une part la présentation de l'expert lui-même. Donc l'expert doit être clairement identifié dans le catalogue de vente. On doit donc ses coordonnées, bien évidemment, la compagnie d'experts à laquelle il appartient, puisque chacun sait que les compagnies les plus sérieuses sont un label de reconnaissance et de qualité pour les experts, la spécialité dans laquelle il officie, parce qu'on a vu dans certains cas des experts spécialisés dans un domaine particulier dont le nom a été donné dans un catalogue sans plus d'indications, et donc le client lambda pouvait avoir l'impression que l'ensemble des objets avaient été expertisés par cette personne. Et enfin, le catalogue doit préciser également sur quel lot le ou les experts qui interviennent dans la vente a effectivement apporté son expertise. La transparence, elle porte également sur le fait pour l'expert de devoir porter les doutes, les défauts dont il a connaissance, de les porter à la connaissance du public, pour cette répétition. Tout ça nous indique, in fine, que si l'expert n'a pas de statut, ainsi qu'il a été dit et redit, il n'est pour autant pas à l'écart du droit, ainsi que certaines affaires viennent nous le rappeler brutalement, avec les incertitudes que les évolutions parfois divergentes de la jurisprudence peuvent faire peser sur ce statut. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.